bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Eh bien, c'est la 10e partie de ce championnat du monde unifié 2006 entre Vladimir Kramnik et Vesselin Topalov. Nous allons voir la 10e partie de ce match avec le grand maître international Jean-Luc Chabanon, déjà présent pour la 9e. Voilà, bonjour Stéphane, à nouveau. Donc oui, une 10e partie qui tient toutes ses promesses, puisqu'on attend Kramnik au tournant, on va dire. Oui. Il vient de perdre la 9e, il vient de concéder l'avantage pour la première fois du match, puisqu'il est mené 5-4 au début de cette partie. Et surtout, il reste 3 parties. Il reste 3 parties, donc il faut qu'il remonte déjà au score. Il faut qu'il oublie toutes ces histoires de toilettes qui font partie maintenant un petit peu du folklore des listas, on va dire. Donc, et puis, il faut qu'il se concentre sur cette revanche, puisque là, Topalov vient quand même de lui donner un bon coup au moral, puisque avec 2 victoires quand même dans la défense slave, une avec les noirs et une avec les blancs, Topalov quand même l'a un petit peu provoqué en lui montrant que finalement c'est peut-être lui le nouveau spécialiste de la slave. Oui, peut-être. En tout cas, victoire et 5-4. On peut dire que cette histoire quand même de toilette a profité 100% à Topalov. Oui. 100%, il a réussi son coup. Il s'est bien rafraîchi les idées. Il était complètement KO en début de match. On avait l'impression qu'il allait perdre en ligne ce match. Et après cet incident, il est revenu. Il est revenu. Il a montré qu'il était capable, dans n'importe quelle circonstance, de déstabiliser l'adversaire en tout cas. De se concentrer, oui. De se concentrer, quel que soit. Alors que Kramnik, lui, a besoin de conditions normales. On a l'impression que là, il y a quelqu'un qui s'est amusé à déconcentrer l'autre. Exactement. Pas très fair-play. Ça fait partie du jeu. C'est un jeu. Dans les autres sports aussi, il y a des intimidations. On peut voir les matchs de boxe. Avant, il y a des intimidations. Il y a aussi des tentatives de déstabiliser les adversaires. C'est vrai, mais je crois que jusqu'à présent, dans les échecs, Fischer l'a fait déjà. Fischer l'a fait dans son match contre Spassky. Il a imposé des conditions qui n'étaient pas prévues initialement pour pouvoir jouer. Il a obligé Spassky, par exemple, à jouer dans une arrière-salle parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait les projecteurs ou les caméras, que ça le gênait, etc. Je ne sais pas si Fischer a accusé Spassky de tricherie. Non, il n'a pas accusé de tricherie, non. Je crois il a simplement demandé des conditions de jeu différentes. Oui, non, c'est vrai que les joueurs, quelquefois, sont difficiles, mais Korchnoi, Korchnoi, je crois, a accusé le clan Karpov d'utiliser un parapsychologue. Oui, mais c'était pas vraiment de la tricherie, il a mis en cause des techniques d'intimidation. C'est vrai qu'il y avait un parapsychologue, le docteur Tsukar, qui était dans la salle et qui était là pour hypnotiser. Oui, mais s'il avait pu l'accuser de tricherie, ils auraient pu le faire aussi peut-être. C'était pas vraiment de la tricherie sur le jeu en tout cas. Non, je pense que les joueurs et surtout aucun joueur n'a accusé de tricherie son adversaire alors qu'il est mené au score et qu'il a mal joué en plus. Oui, en plus, oui, tout à fait. C'est une position vraiment bizarre. En tout cas, on y est. 5-4 maintenant pour Topalov. On croit que le match est plié, mais Kramnik, il lui reste quand même 2 fois les blancs. Et on va voir ce qu'il va faire dans cette 10e partie. Vladimir Kramnik a les blancs et il démarre tout de suite par le coup D4. Et on va voir qu'après cavalier F6, déjà qui diffère un peu, puisqu'on va a priori peut-être un peu différé, puisqu'après C4, c'est le coup E6 qui est joué et non pas la slave avec C6. Donc cette fois, c'est vrai que sur D4, il n'y a pas eu D4, D5. Voilà. Mais Topalov vient quand même de placer une nouveauté importante avec les blancs. Il n'a pas envie de montrer tout de suite ce qu'il faut jouer avec les noirs, ou peut-être qu'il a joué vraiment quelque chose de très fort pour le match. Et donc c'est pour ça qu'il choisit une variante différente. Il veut jouer Nimzovich. Il veut faire nul ou un Gambidam. Il veut faire nul facilement pour éviter de perdre son avantage de points en fait. Maintenant il veut jouer pour la nulle. Il veut jouer un Gambidam donc avec les noirs. Après cavalier F3, D5, on est dans un Gambidam, symbolisé par cette possibilité d'échange ici de prise de pion qui est un pseudo Gambi, puisqu'en fait en général on n'arrive pas à tenir le pion à C4. Voilà. Après G3, catalane. Donc là, ouverture catalane. Une variante un peu particulière du Gambidam, l'ouverture catalane, puisqu'on veut mettre le fou F1. Quand même classique pour Kramnik dans ce match. Oui, non, c'est une ouverture très classique, une ouverture très très classique, qui est très solide et qui permet donc aux blancs de se développer
de manière standard avec le fou en fianchetto sur la case G2, donc le fou F1 vient sur G2, et un rock rapide, donc un développement de pièces rapide. Avec le problème de ce pion, évidemment, puisque en mettant le fou ici, on n'a plus la reprise naturelle par le fou. Voilà, c'est pas un jeu en force à la Kramnik, c'est un placement de pièces, c'est quand même efficace. Fou B4 échec. Voilà. Fou D2, classique. Fou B4, on va revenir quand même sur Fou B4. C'est quand même une grande nouveauté dans ce match. C'est la première fois que Topalov refuse donc de jouer ce qu'on appelle la catalane ouverte. C'est-à-dire que dans cette position, après G3, Topalov, il me semble, avait joué souvent D prend C4 dans cette position. Par exemple, D prend C4. Il avait pris le pion et là, Kramnik avait joué Fou G2 et récupéré le pion plus tard par Dame A4 échec. Dame A4 échec Dame et C2. on prend le pion, oui, tout à fait. Voilà, donc les parties avaient continué de cette façon. Et là, Topalov veut cette fois jouer ce que l'on appelle une catalane fermée, c'est-à-dire que le pion D5 reste au centre. Donc il a peut-être, lui, de son côté, envie de tirer les leçons de la défaite de la partie d'avant de Kramnik, qui, lui, avait abandonné le centre. Et pour cette partie importante, surtout qu'il a envie de faire match nul. Il a envie de faire match nul, de prolonger, de prolonger son avantage au score. Donc il décide de jouer un truc solide. Donc Fou B4 échec. Donc c'est classique, la réponse des blancs est classique aussi. Et en fait, le coup après Fou E7 est normal. C'est-à-dire qu'on revient au E7. L'idée, c'est qu'on se dit qu'après l'échec ici, le fou en fait n'a rien à faire en D2. Donc de toute façon, il est mal placé en fait. Oui, une petite nuance, oui, pour éviter d'autres développements. Plutôt que de jouer Fou E7 tout de suite. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait se dire, je joue Fou E7 tout de suite. Fou E7 qui est... Mais les noirs estiment, Fou E7 tout de suite est possible, mais les noirs estiment qu'après donc Fou B4, Fou D2 et Fou E7, le fou est quand même moins bien placé en D2 qu'il ne l'était en C1. Voilà, donc ça c'est une petite... Il gêne en D2 plus qu'autre chose. C'est une petite nuance. Donc c'est clair que pour les amateurs qui ne sont pas trop spécialistes de la position, ça peut paraître un peu abstrait, mais bon, c'est une petite subtilité. Une petite subtilité, voilà. De toute façon, il développe une pièce, et le fou en D2, on peut considérer que ce n'est pas un développement utile. Donc il faudra rebouger ce fou plus tard, donc ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Fou G2, petit rock, classique, petit rock aussi. Et là, C6, donc on rentre quand même dans un schéma maintenant qui ressemble... ce schéma ressemble pour les noirs à la slave évidemment, mais avec G3 Fou G2 ça n'a rien à voir, c'est le même type quand même de structure. Ce match, décidément, on aura vu cette structure comme la structure reine pour la défense pour les noirs. C'est vrai que c'est la structure à la mode actuellement. Quand on joue D4, soit on a des joueurs agressifs qui jouent l'Est indienne, soit on a des joueurs qui placent un pion en D5 et souvent un pion en C6. Et là, la menace pour les noirs, c'est vraiment de prendre en C4 et de jouer B5. Sans doute, pour essayer de tenir ce pion. Enfin, c'est possible. Problème du fou, évidemment, qui peut avoir une belle action sur la diagonale. C'est une possibilité. C'est une possibilité, oui. En tout cas, lui, Kramnik, ignore cette possibilité, en tout cas. Fou F4. Donc maintenant, on voit bien que ce fou a été obligé de rejouer. D'où l'idée des noirs tout à l'heure. Maintenant, cavalier BD7. Donc voilà. Il choisit de ne pas rentrer dans la prise dans C4. Donc, de toute façon, sur pion prend C4, peut-être tout simplement... Cavalier E5, par exemple. Cavalier E5, voilà, tout simplement, peut-être. Cavalier E5, puisque le pion est attaqué, et on voit que si les noirs essaient de le protéger par le seul coup qui protège B5, on perdrait le pion C6. Voilà. On perdrait le pion C6 attaqué par le fou et le cavalier, et il n'est plus protégé que par le cavalier adverse. Voilà, je vois qu'en régie, on acquiesce. Ça veut dire que ça suit là-haut, dans la régie vidéo de Diagonale, où tous nos techniciens sont à pied d'œuvre. Donc, cavalier BD7, un coup très solide. Magnéto Serge, comme dit notre ami Thierry, comme disait notre ami Thierry sur Antenne 2, sur France 2. Alors, fou F4, cavalier BD7. Donc on vient de voir pourquoi D prend C4 n'était pas possible, enfin ne marchait pas. Bon, mais maintenant, Dame C2, il faut protéger maintenant parce que on n'a pas envie de laisser pion prendre C4 et cavalier B6 peut-être, qui protégerait le pion. Dame C2, donc on aurait un coup classique, encore une fois. A5. Donc Dame C2 aussi qui prépare un développement de tour, enfin qui coordonne les tours, on va dire. Oui, puis on a aussi un œil sur la case E4, c'est-à-dire qu'après un cavalier BD2, on pourrait jouer E4, qui est quand même la poussée que veulent faire les blancs. Oui, tout à fait. Ils veulent quand même essayer de casser ce fort centre noir, tôt ou tard, en jouant la poussée E4. Donc la Dame C2 à la fois protège C4 et a un œil aussi sur la case E4. Donc ça peut être utile. Et là, A5 de Topalov, qui est un coup nouveau. Oui, Topalov qui n'a pas envie de jouer les lignes classiques, puisqu'elles ont tendance à donner un petit avantage aux blancs, assez agréable. En plus, ça convient très très bien
Au style de Kramnik. Au style de Kramnik. D'ailleurs, cette ouverture, il faut quand même avouer que pour l'instant, c'est un choix curieux. C'est un choix curieux de la part de Topalov, puisque Topalov est quand même plus habitué aux positions dynamiques quand même. Et on l'aurait plutôt vu jouer la fameuse catalane ouverte avec pion prend C4. Mais comme il l'a joué fermé, il avait une idée en tête. Et là, c'est le début de son idée. Donc A5, il décide déjà de prendre un peu d'espace à l'aile dame. On voit que le pion A5 quand même contrôle la case B4. Oui, tout à fait, cette case ici. Donc il prend un peu d'espace. Il prépare un contre à l'aile dame. C'est une idée particulière. Il a une idée particulière. Donc tour D1, en coup de développement D1 standard, encore une fois. Là pour soutenir ce pion D4. On sort la tour aussi sur une colonne ouverte. Ah, je suis allé un peu vite. Donc suite à quoi, donc Topalov a joué le coup cavalier H5. Donc il veut échanger ce fou. Voilà, donc il menace d'échanger ce fou, non, par le cavalier. Oui, tout à fait. Donc il veut prendre le fou, cavalier H5. Le fou les blancs n'ont pas envie de donner leur fou, donc il ramène le fou sur la case C1. C1, jusqu'en C1. Parce qu'il n'a pas trouvé meilleure case en fait, Kramnik. On voit que ce fou a du mal à trouver d'autres cases. En G5, il est en prise du fou de la dame, évidemment. En H6, n'en parlons pas, il y a le pion, évidemment. E5, c'est en prise du cavalier. D6, c'est en prise, donc c'est pas des cases envisageables. Il resterait cette case. Alors soit D2, mais on voit bien que D2 bouche la tour, et puis il était déjà en D2 tout à l'heure, donc on n'a pas envie de le remettre en D2. Et en E3, il bloquerait l'avancée du pion. Oui, tout à fait. Donc la seule case qui reste, c'est de la ramener à la maison. Voilà, tout simplement. Une bonne case. De toute façon, on va préparer... on peut même jouer cavalier C3 quelquefois avec les blancs dans cette position. Cavalier C3 et E4. Après fou C1. Après fou C1. Après fou C1. Donc jouer cavalier C3 et E4. Pour jouer E4, parce que le pion C4 n'est pas toujours prenable. Donc fou C1, c'est le coup qui ne dérange pas l'ordre des pièces. Le fou peut-être est mal placé sur C1, mais le cavalier est mal placé sur H5. Si le cavalier H avait l'idée de revenir sur la case F6, là, les blancs pourraient continuer différemment en plaçant peut-être leur cavalier sur C3 pour jouer E4. Par exemple. Ou leur fou sur la case G5 aussi. Ou le fou sur la case G5. Mais oui, tout à fait. Alors B5. Donc là, Topalov pose la question au pion C4. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu avances, tu prends, fais quelque chose. Et là, Kramnik, il lui dit, je prends. Il prend au centre. B5, c'est un coup important aussi. C'est un coup responsable. C'est le coup qui justifie le coup A5. Donc c'est l'idée de Topalov. Topalov décide de s'installer complètement à l'aile dame. À l'aile dame. Comme ça, il n'y aura pas de jeu à l'aile dame. Ça va se passer au centre. Alors, et ça, c'est une idée importante. C'est-à-dire que là, si les blancs jouent un coup comme C5 au lieu de prendre, les noirs dans cette position auraient la possibilité de jouer un coup comme F5. Verrouiller le centre. Pour verrouiller le centre. Pour verrouiller le centre. Tenir le centre, la case E4. Voilà, la case E4, et avec une position très 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 solide. C'est pour ça que Kramnik a décidé de prendre le pion D5. D'accord. Donc après... c'est prendre des 5, c'est prendre des 5. Et bien Kramnik prend les grands moyens maintenant pour profiter, notamment que ce cavalier est sur la zone et contrôle pas E4. Il veut tout de suite ouvrir la position pour son fou G2. Oui. Il veut que ce fou joue son rôle à plein. Donc il ouvre, pouf, avec E4 tout de suite. D'où l'intérêt d'avoir mis la dame sur C2. Maintenant qu'il contrôle bien E4. Et après pion prend E4, logique aussi. Dame prend E4. On a un pion isolé pour les blancs, ici. Mais on a quand même une belle batterie dame fou qui contrôle totalement cette grande diagonale et notamment déjà tout de suite attaque la tour. On a un bouget de pièces, donc voilà, la dame est bien installée au centre. Et on va pouvoir à tout moment assez facilement aussi jouer des 5 pour échanger ce pion si nécessaire. Tour B8. Alors juste un petit piège quand même à montrer. C'est pas très important, mais par exemple après dame E4, on pourrait envisager le coup dame B6. Donc on pourrait envisager ce coup, la dame B6. Alors c'est un choix curieux puisque finalement après dame B6 il y a dame prend A8. Bien sûr, quand même. Qui gagne une tour, donc on donnerait une tour. Ouais. Mais après dame prend A8 il y a une astuce. Un petit piège. C'est qu'on peut jouer fou B7. Et la dame est prise. Et la dame n'a plus de case. Et la tour donc en F8 va pouvoir prendre la dame. Enfin c'est plutôt la dame qui va se sacrifier sur la tour. Donc la dame va se sacrifier sur la tour. On a pris 2 tours pour une dame. Voilà, avec des compensations. Mais bon, sur dame B6, il y a un coup qui gagne, qui est beaucoup plus clair, c'est cavalier G5. Donc ça, c'est un petit coup amusant, puisque la dame qui est sur E4 attaque la tour
Et le pion H7, la dame menace mat, donc, et la tour. Pour parer le mat, c'est simple, il faut prendre le cavalier. Oui. Tout simplement, on part le mat. Mais maintenant, la dame prend la tour. Et il n'est plus question de jouer fou B7. Puisque maintenant, il y a le fou. Voilà, la case B7 est contrôlée par le fou G2. Bravo, bien Donc, vu. La dame prendrait le fou en B7 et ce serait gagnant. Donc, belle astuce à avoir calculée. Hein. Voilà, une petite astuce, mais bon, le coup normal, c'est tour B8. Tour B8 pour tout simplement installer une pièce sur B7 et contrôler la case centrale. Ouais, voilà, tout simplement. Voilà. Il fallait enlever la tour, évidemment, de l'attaque. Donc, alors, c'est pour ça que Kramnik, lui, joue tout de suite dame 2. Voilà. Et en même temps, il a un petit œil sur le cavalier, là. Hein, donc, il peut y avoir des idées comme cavalier E5, attaquant le cavalier H5. Attention quand même, ça peut être un motif. Dame 2, essentiellement, c'est pour ne pas encombrer la grande diagonale. Et pour sortir de cette diagonale, voilà. Puisque fou B7 était le coup que les Noirs ont envie de jouer. La Topalov choisit de jouer tout de suite cavalier H6, donc d'enlever ce cavalier un peu de cette petite découverte et de le ramener vers le centre, surtout contrôler les cases centrales. Le cavalier était hors jeu, donc il faut le replacer au centre. Voilà, donc pas oublier de replacer ses pièces aux échecs, très, très important. Hein. Quand on a une pièce mal placée, s'il n'y a pas de coup forcé, eh bien, il faut toujours ramener ses pièces sur des bonnes cases. Fou F4, donc ça y est, il revient à F4 maintenant que le cavalier a décidé de... Oui, le jeu classique, hein, il place ses pièces en fonction du jeu adverse. Mais et il attaque la tour. Toujours dans l'idée d'occuper les cases stratégiques. Donc là, c'est un fou F4 qui contrôle le centre. C'est le meilleur développement du fou dans cette position. On peut dire que Kramnik a réussi son début. Hein. Gagne à temps sur la tour. Ce fou a joué quand même plusieurs coups. Il est venu en D2, il est venu en F4, il est revenu en C1 et maintenant il se retrouve de nouveau en F4. Donc il a pas mal voyagé, mais à chaque fois pour des raisons bien claires. Et là, tout de suite, il y a une menace sur la tour. Oui, enfin pour l'instant, le débat dans l'ouverture n'est pas fini. Hein. Je crois qu'il a gagné l'ouverture. Il n'a pas encore gagné l'ouverture. Je crois que le débat va se terminer. Non, mais je veux dire, il a pas foiré son ouverture, par exemple, comme il y a deux parties, comme la 8e. Voilà, la 8e où il avait complètement raté son truc. Là, si on peut pronostiquer quelque chose à ce moment-là de la partie, ça sera dans le pire des cas pour les Blancs, le match nul. Voilà, dans le pire des cas, et ils peuvent jouer pour le gain. Alors, évidemment, Topalov n'a pas envie de mettre sa tour sur case blanche, puisqu'elle serait en vis-à-vis du fou. C'est-à-dire qu'après, on peut faire bondir le cavalier, par exemple, attaquant en même temps la tour, ce qui peut poser des soucis. Donc, Topalov, c'est pourquoi Topalov joue tout simplement le seul coup qui lui reste, tour B6. Oui, tour B6, un coup qui est pas mal, puisque la tour... la tour est pas si mal en B6. Elle n'est pas si mal, elle défend le pion B5 et elle permet au fou C8 de se développer sur la case B7. Toujours un œil sur le pion B5 important, puisque la dame est là. Bon, c'est vrai qu'on apprend qu'il faut placer les tours sur les colonnes ouvertes, mais bon, le développement noir ne le permet pas pour l'instant. Cavalier E5 maintenant, donc ça y est, c'est l'heure. Donc le fou se réveille. Voilà. Tout de suite. Cavalier E5 cavalier central. Un avant-poste. Donc pour contrôler pas mal de cases. Et là, donc, qui contrôle la case C6 aussi, important. Oui, bien sûr, tout à fait. Il menace cavalier C6. La menace, c'est cavalier C6. Par exemple, imaginons un coup comme H6. Effectivement, c'est une grosse menace. Cavalier C6 attaque la dame et le fou. Évidemment, ce cavalier est protégé par le fou. Donc il ne peut pas le prendre de la tour. Et, la dame devrait bouger sur la case... par exemple, sur dame E8. On prendrait le fou, par exemple. Tout simplement, on pourrait... Non, mais il y aurait des menaces peut-être même plus graves. On peut prendre le fou, évidemment, bien sûr. Mais on peut aussi jouer fou C7, attaquant la tour, et elle n'a plus de case, cette tour. Oui, non, là, c'est vrai que... Voilà, imaginons fou C7, et il n'y a plus de case pour cette tour. Parce que, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait jouer de tour à Suisse, par exemple voilà, mais maintenant, le pion est en prise. Voilà. Et sur tour B7, on va se retrouver avec le fameux vis-à-vis fou tour. Donc on pourrait faire cavalier prend fou. Donc cavalier prend E7 qui est donc une attaque de tour à la découverte. Voilà, et on attaquerait la tour ensuite. Donc voilà, donc c'est déjà une menace. Donc c'est pourquoi Topalov empêche ces menaces par cavalier D5 qui bouche la diagonale du fou. Et là, Kramnik maintenant saute sur cette occasion. Pour rentrer dans une petite combinaison, enfin un petit changement de position, on peut dire. Combinaison pas vraiment, mais un changement de technique en tout cas. Un choix stratégique. Exactement. Je vais expliquer un petit peu la situation. Là, on voit qu'on a un cavalier qui est sur la case D5. C'est un bel avant-poste aussi pour le cavalier. Donc il y a un avant-poste pour les blancs. Puis on menace de doubler le cavalier. Et un en D5.
Mais donc ce cavalier-là, déjà veut prendre attaque le fou. Attaque le fou F4, bien sûr. Il attaque le fou F4, donc il prendrait le fou et les blancs seraient obligés de reprendre du pion ici. Mais on veut le doubler aussi. On veut jouer cavalier 7, cavalier 7 F6. Peut-être aussi. On peut doubler les cavaliers. On peut doubler les cavaliers, donc, et après continuer le développement de manière classique. Donc dans cette position, après cavalier D5, c'est pas si simple que ça pour les blancs. Et c'est vrai que Kramnik a quand même, a dû réfléchir à ce moment-là, puisque c'est quand même, il fait un choix important. C'est que il se débarrasse donc de sa paire de fous, quoi. Il se débarrasse de sa paire de fous, donc il prend avec le fou G2 le cavalier en D5. Voilà, et ça c'est un coup responsable. C'est un coup très responsable. Puisqu'on enlève quand même un protecteur des cases blanches près du roi. Des cases blanches près du roi. Ça peut vraiment être très très dangereux. Et on donne une autre dimension à la position. D'un autre côté, on se débarrasse un peu de cette faiblesse pion doublé. Pion isolé, pardon. Puisqu'on va isoler de même le pion adverse qui reprend évidemment. Faut quand même pas généraliser. Un pion D4, ce n'est pas une faiblesse, un pion isolé. Enfin, c'est quand même un pion isolé, quoi. Le pion isolé n'est pas une faiblesse. Le pion isolé est un pion isolé avant tout. C'est-à-dire que dans une position, un pion isolé est une faiblesse lorsque les pièces se sont échangées et qu'il est bien bloqué. Voilà, c'est ça. Mais dans cette position, il y a une tour qui est sur la colonne D, il y a un cavalier qui pourrait éventuellement venir sur C3, il y a un fou qui est sur G2. Ce pion, quand même, dont l'avancée est surprotégée, n'est pas faible. C'est un pion qui est dynamique dans cette position, donc qui peut être dangereux. Il pourrait s'avérer, voilà, sur le long terme, ça peut s'avérer faible. Sur le long terme, mais je ne crois pas que Kramnik ait peur de se débarrasser de ce pion. Hein. Mais c'est surtout que dans cette position, le cavalier en D5 est très très bien placé. Il est très bien placé. Il doit prendre avec le fou. Et encore une fois, donc, si Kramnik n'a pas vu, après fou prend D5, pion prend D5, si Kramnik n'a pas vu de solution claire, on peut dire que Topalov pourrait gagner la phase de l'ouverture, puisqu'il arrive quand même quelque part à déstabiliser un peu le jeu en obtenant la paire de fous. Alors que... Mais là, tout de suite, il y a quand même un coup qui va quand même provoquer une série quand même tactique intéressante et cruciale. C'est le coup, tout simplement, cavalier C3, puisque ce cavalier attaque à la fois le pion B5 avec la dame et aussi le pion D5. Oui, cavalier C3 voilà, qui est le seul coup, mais le coup logique. Le coup le plus important de la partie n'a pas encore été joué. Cavalier C3 est un coup de développement. Et le coup de développement naturel, puisque si on jouait un coup comme cavalier D2, on n'attaque pas les faiblesses. Oui, D2, et l'adversaire pourrait soit échanger les cavaliers en E5, soit peut-être même cavalier F6 par exemple, et continuer son développement. Tout à fait. Donc cavalier C3. Cavalier C3, et le coup normal évidemment, cavalier F6, puisqu'on veut protéger surtout le pion D5 voilà. Qui en plus aurait attaqué la tour. Bah là évidemment, et aurait libéré un pion passé. Si on prend E5, oui, si le cavalier avait pris en E5, il y aurait eu D prend E5. Alors sur cavalier prend E5, alors ça serait une grosse faute, hein, très certainement, puisqu'après pion prend E5, on voit que la tour se réveille face au pion ennemi. Maintenant, tout est en prise. Voilà, donc ça va être très dur là. On va perdre le pion D hein, principalement. Dans cette position. On risque de perdre ce pion, oui, tout à fait. Donc, il a joué cavalier F6. Il préfère donner l'autre pion. Cavalier F6. Donc, il donne ce pion quand même là tout de suite. Donc, mais on va voir qu'il a des compensations. Après, cavalier prend B5, fou A6. Et on voit bien que ce cavalier est cloué maintenant puisqu'il y a la dame derrière. Donc, si ce cavalier bouge. Et tout de suite, il est en prise de la tour et du fou. Donc encore une fois, un coup forcé, A4. A4, coup forcé, mais plaisant à jouer. Hein, toujours plaisant à jouer, on protège notre avant-poste, logique. Et maintenant, après cavalier E4, bon. Voilà, il y a... Donc, cavalier E4 pour venir éventuellement sur la case D6. Il y a voilà, cette possibilité de cavalier D6 et un cavalier qui est bien placé aussi en E4. Donc possibilité de venir en D6 parce qu'évidemment, une fois que le cavalier serait sur la case D6, ce cavalier-là... Oui. Donc, j'ai un petit problème de flèche. Donc, une fois que le cavalier serait sur la case D6, on verrait qu'il attaque donc le fameux cavalier en B5. Voilà, qui est cloué. Qui est cloué par le fou et qui est aussi attaqué par la tour. On veut rajouter de la force sur le clouage. Voilà, on veut rajouter donc des pièces pour attaquer la pièce clouée et évidemment récupérer le fameux pion qu'on a en moins. Donc ça, c'est l'idée de cavalier E4. Et là, dans cette position, donc Kramnik trouve un joli coup. Il trouve le coup normal qui continue la partie, mais probablement le premier coup qui
qui pose de sérieuses difficultés au noir, quoi. Le premier coup dur, on va dire. Le premier coup dur, on va le voir tout de suite. Tour DC1. Alors, étonnant, on dirait, Jean-Luc, parce que si on veut mettre... Alors, enfin, d'un autre côté, on comprend l'idée de ce coup. C'est ces tours déjà semés sur une colonne ouverte, donc toujours positif. Ensuite, la case C6 est disponible pour le cavalier qui attaquerait à la fois la dame et le fou. Sans compter que la dame, ici, aurait peut-être un œil dessus. Oui. Donc, il y a quand même de grosses menaces. Ce qui est quand même une menace, une menace qui part la menace cavalier D6. Voilà, en plus, ça part la menace cavalier D6. Si cavalier D6, il y a cavalier C6. Voilà, on va le voir tout de suite. Si cavalier D6, maintenant, tout de suite, eh bien, tout simplement cavalier C6. Attaque à la fois la dame et le fou. Et avec la dame ici qui attaque le fou. Donc, il y a perte. Il faudrait donner la tour, en fait. Voilà, donc tour C1 qui est le coup qui part déjà la menace principale de l'adversaire. Donc, c'est pour cette raison. Mais alors, c'est on déjà peut se poser coup. la question quand même, Jean-Luc, sur cette idée, cette idée toujours de garder la colonne C. Pourquoi ne pas jouer tour A, C1? Quelle est la différence? La différence entre tour DC1 et tour AC1, je pense qu'il y aurait probablement à peu près la même suite que dans la partie. Mais est-ce qu'on n'a pas tout simplement perdu l'œil sur le pion A5 En cas de prise d'ici? Non, mais il faut voir sur le long terme. Et la tour, de toute façon, si on regarde la position, avec la tour en 1, on imagine qu'avec toutes ces pièces clouées, il y aura, avec ce cavalier cloué en B5, donc là je vais enlever, je vais enlever les petites flèches. Donc avec le cavalier cloué sur la case B5, ici, on imagine que tout va s'échanger. Que le pion A4 va prendre ce cavalier en B5, enfin que le fou va prendre le cavalier d'abord, et qu'il va y avoir un échange multiple, et puis on va récupérer le pion sur B5. Ouais, pour les noirs vont récupérer le pion, ouais, tout à fait. Alors pourquoi enlever une tour qui plus tard pourrait attaquer un pion? Ouais, voilà, exactement. On pourrait garder cette tour sur cette case et amener l'autre tour sur cette case. Voilà, et essayer de rendre cette tour active, puisque c'est vrai que là, en D1, la tour défend uniquement le pion D4, c'est pas... qui est bloqué par le pion D5. On peut pas dire que c'est sa meilleure place. C'est sa meilleure position. Voilà. Donc c'est important, parce que souvent, on peut se tromper dans le maniement des tours, de savoir laquelle il faut mettre. Hein. Donc c'est vrai que là, il y a le critère, c'est bien ce pion A5. On apprend à se développer, donc on apprend d'abord à développer ses pièces, mais c'est vrai qu'il y a des positions où il faut faire des choix dans le bon développement. Et quand les deux tours sont liés, choisir la bonne tour, c'est un très bon coup. C'est pas facile. Voilà, donc la tour DC1, le bon coup. Tour DC1, le bon coup, et pas l'autre tour. Et après Dame 8, logique de Topalov, il augmente la pression sur B5, il menace. Fou prend, voilà, prend et peut-être dame prend, voilà. Simplement. Il veut récupérer le pion. Voilà. Et là, Kramnik trouve un joli coup, logique aussi. Tour C7, il contre-attaque sur le fou. Maintenant, imaginons un échange généralisé. Fou prend, pion prend. On récupère le pion avec les noirs, dame prend. Eh bien, ça ne marcherait pas à cause de dame prend dame, tour prend dame. Et à la fin, le fou est en prise. Voilà, donc on a gagné une pièce. Donc il faut bien tout calculer, évidemment, avant de se lancer dans ce genre d'échange généralisé. Tour C7 qui répond également à un principe important, c'est tout simplement la tour sur la 7e rangée. Donc il faut pas oublier qu'une tour sur la 7e, c'est quand même plein de cibles adverses. Là on voit que quand même parmi les pièces, il y a quand même 4 pièces adverses sur cette 7e rangée. En plus, avec le cavalier, on peut toujours imaginer une attaque sur F7, et puis cette tour elle est très gênante, hein, je veux dire, d'ailleurs quand on apprend le mat avec 2 tours, on sait très bien qu'il faut une tour sur la 7e et une tour sur la 8e, donc la tour sur la 7e, pour mater le roi, on ne sait jamais, enfin on peut toujours imaginer des tactiques qui pourraient arriver à n'importe quel moment. Donc tour ici c'est dangereux, ça attaque le fou, et Topalov... on a toujours envie de jouer ce genre de coup de tour, toujours actif, et Topalov joue fou D8. Il veut chasser la tour. Et le coup qui a l'air de sauver la position. De sauver la position, puisque j'enlève le fou de la position, j'attaque la tour, et il va rester cette prise ici qui va gagner ce pion. Mais après tour A7, eh bien on voit que suite aux échanges qu'il pourrait y avoir en B5, c'est le pion A5 qui peut aussi être en prise, mais il y aurait le fou. Il y aurait le fou. On se dit qu'il est temps pour Topalov. Alors, est-ce que Topalov pourrait faire les échanges ici pour récupérer son pion? Alors là, donc ça, c'est la position critique de la partie. Imaginons. Puisque c'est la position donc, qui mérite d'être un peu plus détaillée. Donc, dans cette position, donc, Topalov a la possibilité de récupérer son pion. Ouais, alors c'est le coup qu'il faut voir.
Il a la possibilité de récupérer son pion. En plus, il faut qu'il trouve une solution rapide parce qu'il commence à y avoir des menaces désagréables. Je sais pas, éventuellement le cavalier qui pourrait venir ici faire une fourchette. Bah oui, c'est enfin, plein de choses désagréables. C'est assez désagréable, oui. Il va falloir donc réagir. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il après fou prend B5? Oui, et je te pose la question. Fou prend B5. Après fou prend B5. Évidemment, on reprend avec le pion. Bien sûr. Dame prend B5. Oui. Donc on échange les dames. Oui. Donc voilà. Et là, apparemment, d'après les analyses, donc dans cette position, on constate qu'il y a une égalité parfaite qui est obtenue. Et il n'y a rien de... Il y a un petit avantage significatif, c'est la tour sur la 7e. Bien sûr. Et un cavalier actif. C'est même plus qu'un petit avantage, on peut dire un avantage significatif. Mais il faut l'exploiter. Parce qu'en échange, là, les noirs attaquent le pion B2. Donc dans cette position, il faut tout simplement jouer un coup sobre, pour le qualifier de sobre, puisque c'est le cas. Il faut tout simplement jouer tour à 2. Défendre avec la tour ce pion. Mais rien n'est fait. Voilà. Rien n'est fait. Rien n'est fait pour l'instant, mais il y a un petit avantage, il y a une pression. C'est le style de Kramnik. Kramnik est un joueur extrêmement sobre. Qui aime bien avoir des micro-avantages qui cumulent. On l'a vu jouer tour DC1. Donc là, il pourrait jouer tour à 2 pour défendre le pion. Garde la pression sur la 5 qu'on ne peut pas prendre à cause du fou. Et la tour toujours sur la 7e. Voilà. Un cavalier actif qui peut sauter en D7 pour attaquer la tour, qui peut éventuellement venir sur la case C6 aussi. Oui, non, il y a quand même des thèmes. La marge de manœuvre des noirs est limitée. Par exemple, là dans cette position, s'ils placent leur fou sur la case B6, on pourrait envisager un clouage du fou. Ouais, le fou est cloué, la menace... le fou B6 est cloué puisqu'il y a la tour derrière. C'est désagréable. C'est désagréable. Si les noirs dans cette position pour se libérer jouent un coup comme tour E8, le clouage, cette fois, on pourrait l'imaginer peut-être ici. Sur un 8, oui, bien sûr. Il peut y avoir un clouage. On pourrait l'imaginer ici. Clouage du fou. Qui permettrait au cavalier de venir là et d'attaquer le fou. Ouais. Enfin, plein de petits inconvénients. Le coup principal pour essayer de se libérer dans cette position après le petit coup tour à 2, ce serait F6. Attaquant le cavalier. Donc attaquant le cavalier. Libérant un peu le roi du couloir aussi. Voilà, donc le cavalier vient là, le fou vient sur B6, obligé, avec cette fois quelques astuces, puisque si on joue tour B7, dans cette position, on peut éventuellement proposer un échange de tours. Par tour F7. Et là, grâce à ce petit coup F6, on a la possibilité, donc s'il vient là, on vient là. Si on vient là, on vient là. Donc on a la possibilité d'échanger les pièces et de garder les meilleures pièces. Ça peut être égal. D'accord, ça peut être égal. Mais donc on va revenir. Donc là c'est un petit peu. Ce qui est bien pour Topalov là dans cette position, dans cette partie, il peut espérer que la nulle au mieux. Exactement. Mais il y a le coup cavalier E7. Le coup cavalier E7 qui pose des problèmes parce que le roi, si le roi fuit sur la case H8 après tour B7, il est mal placé. Le roi est hors jeu. Il est complètement hors jeu. Et le clouage est désagréable cette fois. Puisque cette fois, on ne peut plus jouer tour F7, il y aura un mat du couloir. Là, si on joue le coup qu'on a joué tout à l'heure, ça n'aurait aucun sens puisqu'il y aurait ce fameux échec. Il y aurait mat du couloir. Voilà, le fameux mat du couloir. Ouais, très joli. Donc, après roi F7, maintenant on joue tour B7. Le roi essaye de monter au centre, mais cette position est difficile à stabiliser puisque le roi a dû quitter son roc, ce qui n'est pas forcément un mal, mais il y a des faiblesses à nouveau. Et la tour aura quand même quelques cibles à l'aile roi. Et après un coup comme cavalier C6, on attaque à la fois ces cibles-là et le pion A5. Un petit peu le pion A5. Ouais. En plus, on peut rajouter à ça la menace aussi fou C7 pour profiter du clouage du fou. Ouais, c'est terrible. Donc il y a quand même beaucoup de thèmes. Ça fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de thèmes. Ouais. C'est compliqué, mais c'est difficile d'aller dans cette direction. Et Topalov a pris une décision différente. Il a choisi de jouer directement F6. Il a joué F6 tout de suite, et là c'est la gaffe. Il joue F6 tout de suite. On peut dire que c'est la gaffe. On peut dire que c'est la gaffe. On peut dire quelque part que il n'a pas cru du tout dans ses chances. Là, à ce moment-là, il a bien vu qu'en récupérant le pion, il allait être mal. Donc il joue F6 pour tenter quelque chose. Donc il tente quelque chose, mais c'est une erreur. Et on va voir la combinaison que Kramnik maintenant a vue. Il a tout vu, notre ami Kramnik, puisque après il joue cavalier D7. Et ça y est, il y a une fourchette. Donc ici, la fameuse fourchette. Double tour, mais on va voir que bon, on peut parer cette fourchette, mais qu'à la fin, Kramnik va s'en sortir avec avantage, puisqu'après tour F7 qui
propose un vis-à-vis tour-tour, et le cavalier ne protège pas vraiment, puisque le fou attaque la dame. Alors, c'est un peu compliqué, mais... On le verra un petit peu plus tard. Donc, cavalier prend B6. Cavalier prend B6. Tour prend A7. Tour prend A7. Et là, le cavalier est cloué. Voilà. On ne peut pas, puisque le fou attaque la dame, mais tout simplement, on récupère le pion central D5. Et ça, c'est énorme. C'est un gros pion, puisque c'est le pion central. Donc, on peut dire que ça y est, les blancs ont pris un avantage décisif. Pas complètement encore. Faut attendre en tout cas, très gros avantage. Oui, mais la position va être encore plus claire dans 2-3 coups, puisque là, quand même, il y a la séquence qui suit tour D7, donc qui a l'air d'une bonne solution. Voilà, qui attaque le cavalier. Ce pion va être prenable à cause du fait que ce cavalier ne protège toujours pas à cause du fou qui attaque la dame. Donc, cavalier DC3. Cavalier revient pour un placement classique, cloue le cavalier en E4. Et ce cavalier est cloué maintenant. Alors, c'est clouage contre clouage, puisque là, ce cavalier, s'il bouge, évidemment, c'est la dame qui serait en prise. Donc ça serait énorme. Donc il faut aller voir tout ça. Et après, tour prend D4. La tour vient sur E1. Tour E1. Donc la menace, c'est évidemment cavalier prend cavalier. Gagne tout simplement une pièce. Et après F5, eh bien, le coup suivant de Kramnik aurait... Est-ce que Kramnik n'aurait pas joué le coup, aurait pas pu jouer, Jean-Luc, le coup F3? Oui, mais je crois qu'il n'a pas envie de laisser quoi que ce soit. Mais il a vu mieux que ça en fait. Oui, mais F3 déjà gagne une pièce. On a l'impression de gagner une pièce, puisque ce cavalier ne peut pas bouger. Il est cloué. F3 gagne peut-être une pièce, mais je crois que dans cette position, il préfère jouer technique. Il joue donc le coup. Il y aurait des coups, il y aurait des menaces avec fou B6, peut-être attention sur le roi. Donc il a préféré jouer technique Kramnik. Il a vu une suite encore plus claire. Je crois qu'il est complètement. Il a joué Dame C2. Donc il joue Dame C2. Donc là, et on voit que ce cavalier est cloué, c'est le problème. C'est le problème des noirs. Ce cavalier est cloué. La tour maintenant est attaquée, puisque le cavalier, ça y est, n'est plus cloué contre la dame. Donc il est actif. Donc il menace tout simplement, cavalier prend tour, gagne une tour. Donc voilà. C'est ce qui serait un gros désavantage. Et cette fois, le jeu créatif de Topalov en quelques fois est récompensé, mais cette fois il a été puni puisque sa stratégie n'était pas bonne. Et après Dame C2, on s'en rend bien compte puisque la tour en D4 est attaquée par le cavalier B5. Alors où peut aller cette tour? C'est ça la question. Mais il y a une menace, l'attaque de la tour en D4, deux menaces, avec le clouage du cavalier et la menace cavalier F3. prend cavalier et tour prend avec grosse attaque. Ou F3 directement. Et même F3, hein, toujours possibilité. Et donc la Topalov est-ce que Topalov aurait pu jouer un coup comme tour D7? Eh bien, tout simplement un coup comme F3, et voilà, ça y est, le cavalier cloué par la tour avec la dame derrière, c'est mort, on ne peut pas parer cette menace. Donc il a joué tour B4, Topalov. Voilà, mais déjà, ça y est, grosse combinaison de Kramnik, on peut la revoir quand même depuis le début. C'est suite à l'erreur de Topalov F6, c'est là qu'est l'erreur. Toute la combinaison a été calculée par Kramnik, cavalier D7, double attaque, tour F7 logique, on prend la tour, on reprend la tour logique, on prend le pion central, et même si les noirs semblent le récupérer par tour D7, on voit que la petite combine de Kramnik maintenant va jouer sur le clouage de ce cavalier. Voilà, une fois que le pion a disparu, eh bien, ce cavalier maintenant est effectivement en prise. Et il va gagner du temps avec cavalier C3, attaque le cavalier, donc force tour prend D4, qui est possible. Le cavalier ne peut pas prendre à cause du fou qui attaque la dame. Ici. Et après tour E1 qui remet la pression sur le cavalier et évidemment par transparence sur la dame qui est derrière. Même le coup F5 ne permet pas de parer. Dame C2 qui attaque à la fois la tour, laisse la tour en vis-à-vis de la dame et donc prépare la poussée F3. Topalov joue encore tour B4. Mais après, là maintenant, Kramnik va entrer une combinaison de simplification encore plus claire. Oui, là il joue cavalier D5, donc tout simplement cavalier D5, et voilà, attaquer la tour. Mais la tour a plus de cases. C'est-à-dire qu'il a enfermé la tour n'a plus de cases, il garde le clouage sur le cavalier en plus, il le garde, et au moins cette tour n'a plus de cases. Ici elle était en prise évidemment par la dame, ici aussi. Ici, bon, n'en parlons même pas, il y a le pion évidemment. Là tout de suite il y a prise du cavalier, là il y a la dame. Et la dernière case à sa disposition, c'est D4, mais elle sera en prise aussi du cavalier. Mais donc la tour est prise. Topalov avait l'intention de sacrifier cette tour, puisque de toute façon, il perdait une pièce. Il perdait une pièce, donc il préfère donner la qualité qu'une pièce. Il préfère donner la qualité, donc là, après cavalier D5, il prend le cavalier en B5. Tour prend B5, A prend B5, Dame prend B5. Voilà, donc il a sacrifié. Évidemment, il reprend de la Dame pour se sortir du clouage, hein, sinon il aurait pris encore F3 dans la tête. Si on peut alors le dire. Oui, non seulement il sort du clouage, mais éventuellement il peut toujours préparer un petit peu de contre-jeu sur le roi adverse. Voilà, puisque la dame B5 qui pourrait venir sur la case F1.
Tout à fait. Et là, Kramnik continue à simplifier la position. Maintenant, il est gagnant, on peut dire, Voilà. avec la qualité. Cavalier C7. Donc, cavalier C7, un excellent coup qui va tout simplement lui permettre de simplifier. Et d'éliminer la paire de fous. D'éliminer un de ces deux fous-là. Voilà, donc là, finalement, la paire de fous, dans cette partie, n'aura pas été à l'honneur. Chose qui est plutôt rare, puisque si on se souvient de la partie d'avant, la paire de fous était royale. Et là, dans cette partie, la paire de fous a subi la pression, le jeu des cavaliers et le jeu des pièces clouées aussi. Et là, on va avoir une petite combinaison d'échanges en fait de Kramnik, tout à fait marrante, tout à fait amusante. C'est-à-dire que Kramnik veut absolument échanger la paire de fous. Donc Topalov veut l'éviter avec Dame C4. Eh bien maintenant, si tu me prends la dame, je reprends du fou et hop, je garde quand même ma paire de fous. Donc ta qualité, ça va pas être si facile que ça de gagner. Mais Kramnik lui dit ouais, non, mais moi j'ai vu plus loin. Dame D1. Alors superbe coup. Donc Dame D1, un coup exceptionnel. Très joli coup. Pourquoi? Alors parce que d'abord, la dame menace le fou, mais en fait, laisse le cavalier en prise. Ce cavalier est en prise du fou et de la dame et n'est protégé que par le fou. Donc Topalov prend le fou et là Kramnik a tout vu. Superbe coup de Kramnik. Dame D7, énorme, puisqu'il menace à la fois mat, tout simplement, dame mat. On voit bien que le roi serait mat. Il serait en échec de la dame. Ici, toutes les cases seraient prises, y compris la dame et la case F7 par la dame. Donc c'est un mat de dame menacé. Et en même temps, en fait, on va récupérer le fou, puisque le fou est attaqué. Donc on ne peut pas parer à la fois le mat et le fou. Donc c'est une combinaison qui permet simplement de faire un échange. Oui, mais il y a beaucoup de leçons donc, aux échecs de ce qu'on appelle des combinaisons de simplification. C'est tout simplement le jeu technique, le jeu de Kramnik, le jeu qui simplifie la position, qui évite les complications et qui, après, on voit bien que... Qui simplifie tout. On obtient toutes les cases noires, le pion A5 va se retrouver indéfendable et la position va s'écrouler rapidement. Ce pion aura du mal à être défendu. Après H6 pour se garder une petite fenêtre pour parer le mat. La fameuse fenêtre. Eh bien, on prend de la dame avec, évidemment, de la dame. Pourquoi? Parce qu'on attaque à la fois la dame, donc on menace un échange, entre guillemets, et aussi on a un œil sur le pion A5. Dame B4 de Topalov qui veut garder en vie. Alors, joli coup de l'autre côté, puisqu'il attaque à la fois la tour et le pion B2, donc logique. Mais après, Dame B8, ça y est, échec. Voilà, il échange les dames. Après ces histoires de toilette, je crois pas que Kramnik ait envie de donner la tour. Voilà. Donc là, Dame B8, échec, donc très joli. Il va rentrer dans ce qu'on appelle une finale avec une qualité nette de plus. Et ça suffit largement, étant donné qu'il reste encore des pions sur le côté, ce pion B2 et ce pion A5. Ça suffit largement pour gagner. On va voir quand même la suite technique de ce gain qui va durer encore quelques coups. Après, dame prend B8, fou prend B8. Donc là, il y a une qualité de plus. Il y a une belle qualité, cette tour là qui fait la différence face au cavalier. Chose importante quand même à expliquer aux téléspectateurs, c'est que dans cette position, après fou prend B8, donc une qualité de plus en général c'est gagnant. Mais là, il y a encore un facteur qui se rajoute au matériel, c'est le fait qu'il reste un pion et qu'il reste un pion de chaque côté à l'aile d'arme. Oui, bien sûr, il reste ça. Voilà. Sinon, c'est pas si facile à gagner. Si on enlève le pion A5 et le pion B2, la position peut être tenable, en tout cas de manière on peut construire une forteresse. Voilà. Ce qu'on appelle une forteresse. Mais le problème, c'est que la tour change facilement de colonne, donc elle peut facilement aller sur la colonne A et attaquer cette cible, le pion A5. Cible et donc mobiliser une pièce à la défense, et après on va activer éventuellement le roi si nécessaire. Alors, et le pion A5 donc qui aura été le coup nouveau et le pion de trop finalement dans cette partie, puisque c'est le pion qui va être perdu. Tout à fait. Alors après cavalier D2 qui est un peu insidieux puisqu'il menace. Cavalier F3 évidemment avec fourchette. Fourchette, oui. Alors évidemment Kramnik ne se laisse pas prendre au piège. C'est Tour pas le moment. Tour A1 et là ça y est, pouf, j'attaque le pion A5. Bon là c'est les coups de désespoir on va dire, donc G5. G5, coup de désespoir de Topalov qui joue jusqu'au bout, maintenant il a l'habitude de jouer ses parties jusqu'au bout. G5 éventuellement pour faire un petit peu illusion à l'aile roi. Oui, il veut peut-être menacer des petits petit réseau sur le roi blanc. Alors il aurait pu quand même jouer, on peut se poser quand même la question, Jean-Luc, jouer un coup comme cavalier F3, échec. On voit que le roi n'a pas de case, puisqu'ici il y a le fou. Et le seul coup pour le roi, donc finalement c'est G2. H1 ne semble pas très bon. Et là, fou B7. Fou B7 pour faire une découverte. Pour faire une petite découverte, mais qui menacera rien. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que le cavalier aura bougé, il n'y aura pas de vraie menace. Non, il n'y a pas véritablement de menace. Donc il ne faut pas avoir peur de ce genre de petite combine. On prendrait le pion tout simplement. On peut prendre le pion. Et la découverte ne mène à rien. Il n'y a pas de pièces à prendre. Le cavalier est trop loin des pièces ici pour faire des fourchettes. Oui, parce que si on prend le pion là, dans cette position, le cavalier peut venir en D2. Le roi revient sur G1. Échec.
Et sur cavalier F3, le roi peut maintenant fuir, venir en F1, voilà, et il va s'en aller, puisque maintenant le fou ne peut plus venir là, donc il y a la tour. On a un pion passé, c'est le pion B, et une qualité de plus, voilà, ça va être... Tout simplement pour dire que ça ne marchait pas, donc Topalov joue G5, F4 de Kramnik. Pourquoi il prend son temps, maintenant de toute façon ce pion est quasiment voué à... Ce pion est mort. Ce pion est mort, puisque de toute façon, même s'il est protégé par le cavalier, tout simplement il pourra rajouter une pièce à l'attaque. On jouera d'abord la tour évidemment, mais après on attaquera le pion une dernière fois. D'ailleurs c'est un peu ce qui va se passer je crois, puisqu'après F4, cavalier B3, tour A3, attaque le cavalier. Et si le cavalier bouge, eh bien c'est le pion qui tombe, donc Topalov joue fou C4 pour protéger son cavalier et continue à protéger le pion, mais après fou C7, ça y est, le pion est mort. Donc il va tomber, et ce pion avec la tour, ça fait trop de matériel en plus. Et après G4 et fou prend A5, Topalov justement abandonne. La fin de partie ne pose plus aucun problème technique à un joueur de la classe de Kramnik. Superbe, on peut dire superbe pour le suspense du match. Oui, super pour le suspense du match, et puis aussi pour parce que ça fait quand même plaisir de voir que Kramnik n'est pas complètement à l'agonie. Oui, voilà, c'est ça, qu'il a réussi quand même à revenir malgré toutes les malheurs qui lui sont tombés dessus depuis une semaine. Et oui, pour la dernière émission, on se posait la question de savoir s'il allait revenir ou pas, et il me semble avoir dit qu'avec deux fois les blancs, tout était possible, et en plus avec l'expérience quand même de champion qu'a Vladimir Kramnik, voilà, il a prouvé quand même dans cette partie qu'un jeu un peu optimiste, un jeu pas forcément naturel, doit être puni, et de la manière la plus simple. Il a placé ses pièces très simplement, et il a réussi donc à montrer ce que c'était le jeu classique à la Kramnik. Donc le jeu plein de fantaisie de Topalov a fonctionné quelquefois, mais pas aujourd'hui en tout cas. Pronostic pour la fin du match, il reste 2 parties, plus les tie-breaks éventuels. Est-ce que ça va se terminer par 2 nuls? Est-ce que l'un des joueurs va faire la différence? C'est difficile à dire. Difficile à dire, hein. C'est vrai que quand même Topalov a des nerfs d'acier quand même. Il est quand même. Ouais, on a l'impression que sur cette partie qu'il a craqué quoi. Et je pense pas qu'il ait vraiment craqué. Je pense que Topalov est toujours très très présent. Je crois que la force de Topalov, c'est quand même sa condition physique, son énergie qui est supérieure à celle de son adversaire. Ses faiblesses, c'est qu'il a un jeu quelquefois qui est imprécis, qui est un peu trop optimiste. Il tente trop de choses, et puis, mais il a tellement d'énergie quand même que c'est quand même ça qui fait qu'il est numéro 1 mondial actuellement. Numéro 1 mondial au classement Elo. Vladimir Topalov, Vladimir Kramnik toujours dans le coup pour garder son titre classique, vainqueur du dernier champion du monde classique Kasparov. On verra la suite dans ces 2 dernières parties qui s'avèrent passionnantes. Il y aura forcément 2 parties, puisque même si l'un des joueurs gagne la prochaine, eh bien, il y aura une dernière partie et éventuellement des tie-breaks en fin de semaine prochaine. On va dire que en spectateur des grands prix de Bordeaux et d'Aix-en-Provence, moi je serais favori pour un tie-break. Ouais, d'accord, pour voir un beau tie-break de partie rapide en match, quoi. Ça pourrait être effectivement assez spectaculaire. Eh bien, on verra ça. En tout cas, voilà. Merci de nous suivre. N'oubliez pas, Diagonale TV, vous pouvez vous abonner aussi. Abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire aussi. Eh bien, continuez. Merci de nous suivre et de supporter cette émission. Et à bientôt.